Mais en réalité, nous devons tenir compte du fait que cette personne peut développer d'autres conséquences que nous verrons un peu plus tard. Nous avons ce qu'on appelle iatrogénie hospitalière, c'est notamment les sondes urinaires. À l'hôpital, le médecin les manque facilement. Mais est-ce que nous savons que lorsque nous indiquons qu'on place une sonde urinaire et que la personne reste immobilisée, cette personne reste immobilisée, est-ce que nous tenons compte des conséquences qui peuvent s'en suivre? Docteur Nzeti Mino, je vais parler sur les accidents cérébraux, les accidents vasculaires. Et on va plus, il y aura plus une particularité sur les personnes âgées. Il y a les plans, et dans mon plan, il y a le lien, s'il vous plaît. Une introduction. On va parler de l'épidémiologie, des étiologies et des facteurs de risque. On va parler du diagnostic, du traitement et des recommandations. Il y a une introduction que nous avons prévue. Les accidents vasculaires cérébraux, c'est une pathologie grave et fréquente. Elle touche les AVC, accident vasculaire cérébral, AVC ainsi. C'est une pathologie grave et fréquente. Et 3 sur 4 fois, les AVC touchent une personne de plus de 65 ans. Leur incidence est en fonction de l'âge et elle est exceptionnelle dans le deux sexes. C'est que vous pousse à dire que l'AVC, c'est un problème majeur de santé publique. Et l'AVC, c'est la première cause d'handicap chez l'adulte, c'est la deuxième cause de troubles neurocognitifs majeurs et c'est la troisième cause de mortalité. Alors les AVC des personnes âgées, c'est une pathologie plus grave chez la personne âgée. C'est chez les personnes âgées. Alors nous avons deux types de AVC, si on peut ainsi le classifier. On les classifie selon le mode de survenue. On peut avoir des AVC constitués. Dans les AVC constitués, nous avons l'AVC hémorragique et ischémique et les AVC non constitués. J'ai bien dit, c'est selon le mode de survenue. Alors dans les AVC non constitués, nous avons les AIT, qui est l'accident ischémique transitoire, et les encéphalopathies hypertensives. Alors, nous allons parler de l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique constitue 15% de cas des AVC. L'AVC hémorragique est dû à une rupture de l'artère cérébrale, ce qui entraîne un saignement intracrânien. Et il y a la cause, c'est l'arrêt de la circulation sanguine. Alors, l'AVC ischémique touche 85% de cas, c'est dû à l'arrêt de la circulation sanguine qui est secondaire à une obstruction, à l'obstruction d'une artère cérébrale. Nous allons parler de l'épidémiologie. Le premier facteur de risque, le principal facteur de risque pour parler des AVC, c'est de l'âge. D'ailleurs, l'âge, c'est un facteur non modifiable. Et l'âge moyen est de 73 ans, 73 ans pour nous, dans 70 ans, 70 ans pour les hommes et 76 ans pour les femmes. Et 30% de personnes qui ont plus de 80 ans font un AVC. Alors, l'épidémiologie en France, nous avons les chiffres qui sont là pour la France. Il y a l'incidence à 2%, le chiffre. Donc, en France, si on peut dire, il y a des AVC toutes les 4 minutes. Mais chez nous, en RDC, les données sont peu nombreuses. Et parmi ces données-là peu nombreuses, il y a
des études qui ont été faites. La première étude a été faite à Lubumbashi. Là, on a trouvé que 70% des AVC constituaient 70% de taux de mortalité. Dans la deuxième étude faite ici aux cliniques universitaires de Kinshasa, on a trouvé que les AVC constituaient 21% de cas de mortalité. Et il y a une troisième étude qui a été faite. Donc la troisième étude a regroupé six formations médicales. Et là, on a retrouvé que les AVC constituaient 32% de cas. Passons aux étiologies et aux facteurs de risque. Comme je venais de le dire tout à l'heure, le facteur de risque, le non modifiable, d'abord c'est l'âge. Alors, dans l'AVC hémorragique, à part l'âge, nous avons l'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle, il y a les malformations neurovasculaires, il y a les troubles cérébrales et puis les troubles de la case sanguine. Dans l'AVC ischémique ou l'infarctus cérébral, on peut appeler ça autrement, infarctus cérébral. Ici, les étiologies, les facteurs de risque, il y a beaucoup, c'est multifactoriel associé à un même individu. Alors, premièrement, il y a l'athérosclérose qui constitue 30% de cas. Il y a des maladies des petites artères, dont il y a aussi l'hypertension artérielle qui entre dans ça. Là, ça constitue 20% de cas. Il y a l'infarctus cérébral dû à une embolie, une cardio-embolique secondaire à une cardiopathie emboligène. Là, c'est 20% de cas. Et on a l'AVC hémorragique d'autres origines, dû à une dissection et à une polyglobulie, là c'est 5% de cas. On a des AVC d'origine indéterminée pour la cryptogénie, là c'est 25% de cas. Alors j'ai parlé de ça, j'ai énuméré le nombre de pourcentages. Maintenant on va voir que chez la personne âgée, la personne qui a plus de 80 ans, ce n'est pas la même chose par rapport aux personnes qui ont moins de 80 ans. Vous allez voir, chez la personne avec plus de 80 ans, les AVC sont secondaires, premièrement, les AVC sont secondaires à une maladie artériosclérose, au profit de maladies des petites artères. Alors que dans l'autre tableau, il y avait d'abord la maladie de petites artères, qui avait un pourcentage élevé. Et puis ici, l'infarctus cryptogénique est très rare. C'est 5% de cas. Alors que chez l'adulte jeune, c'était à 25% de cas. L'infarctus de cause cardio-emboligène, qui entraîne une augmentation de la prévalence des facteurs de risque liés à l'âge, sont plus fréquents. Le facteur, la fibrillation atriale identifiée chez 24 à 31% de personnes de plus de 70 ans avec AVC ischémique et 40% de cas après 80 ans. Le facteur de risque, nous avons deux types de facteurs de risque pour les accidents vasculaires cérébrales. Nous avons les facteurs de risque non modifiables, donc il y a l'âge, et les facteurs de risque modifiables qui sont des cibles pour la prévention primaire et secondaire. Donc on a 35% qui sont par l'hypertension artérielle, il y a le tabagisme, l'obésité, la sédentarité. L'hypertension artérielle et la fibrillation atriale sont les principaux facteurs de risque après 80 ans. Et chez l'adulte jeune, nous avons le diabète, la dyslipidémie, le tabagisme et l'alcool. Dans le diagnostic, nous avons deux types de diagnostics. Il y a le diagnostic clinique et le diagnostic paraclinique. Là, on est en train de parler de diagnostic clinique. Dans le diagnostic clinique, nous devons savoir que l'AVC est une urgence absolue qui doit être évoquée devant l'apparition brutale de déficit neurologique. Donc, le diagnostic doit être fait en urgence devant une hémiplégie, une asthénie, un trouble visuel. Et puis l'intensité maximale de symptômes est atteinte en moins de 2 minutes. Le déficit peut rester stable ou s'améliorer progressivement. Ici, nous avons un tableau d'orientation de diagnostic devant une suspicion d'AVC. Donc là, c'est une étude comparative.
On a l'AVC non constitué et l'AVC constitué, comme j'avais énuméré au début. Donc il y a les différents troubles. Il y a les déficits neurologiques qui entrent en compte. Alors là, il faut vraiment que le diagnostic se fasse très vite pour la prise en charge. Maintenant, la spécificité chez la personne âgée. Il y a selon le registre de SITS, c'est en anglais, excusez-moi, je ne sais pas. Donc là, il y a eu l'extraction des données relatives aux malades âgés de plus de 80 ans, démontre que l'infarctus est plus sévère chez les malades de plus de 80 ans, et puis l'infarctus sont symptomatiques sur le plan déficit majeur. Il y a un coma initial qui est plus fréquent. Il y a les crises convulsives inaugurales et d'épilepsie tardive qui sont plus nombreuses. Et puis la pression artérielle et la glycémie en phase aiguë semblent aussi plus élevées. L'échelle de diagnostic et de pronostic. Ici, sous d'autres cieux, on utilise l'échelle de FAST. L'échelle de FAST qui répond sur deux questions. FAST comme face, c'est la face, le visage. On va demander au malade de faire un petit sourire et on va voir si l'expression de son sourire. On va demander au malade arme comme le bras. On va demander au malade de soulever la main et on verra s'il peut soulever la main ou ne pas soulever la main. Il y a le S qui est le speech. On va donner au malade une phrase, il doit répéter la phrase. Et puis il y a le time, c'est le temps. Donc, comme je disais tout à l'heure, que la prise en charge de l'AVC, il faut qu'on joue plus sur le temps pour éviter plus de déficit. Alors, avec cette échelle, si au moins un de 4 symptômes est observé, là, il y a une appel d'urgence. On doit intervenir en urgence. Alors, cette échelle de FAST, en France, par exemple, ça permet à la sensibilisation de la population aux signes de l'AVC. À part l'échelle de FAST, on a aussi l'échelle de Nice, qui sont les scores de gravité des AVC, qui est coté de 0 à 42. Il y a tout un item par rapport à ça. Alors, cette échelle, ces scores permettent de mesurer l'intensité du déficit moteur, du déficit neurologique, d'estimer la gravité et de surveiller l'évolution de la valeur pronostique. Et avec ces scores, ça nous permet de grouper les personnes en catégories en fonction de leur infarctus cérébral. Alors, l'échelle de Nice, il y a infarctus cérébral mineur, quand l'échelle de Nice est de 1 à 4, c'est modéré quand c'est de 5 à 15, c'est sévère quand c'est de 15 à 20, et c'est grave quand c'est supérieur à 20. On va parler de l'AIT, comme c'est vraiment un sujet chez les personnes âgées, parce que les personnes âgées sont plus atteintes de l'AIT, et puis cette AIT, elle est plus souvent... Oui, je termine, merci quand même. L'AIT, on a constaté que l'AIT, c'est un signe précurseur des AVC. Très souvent, les personnes âgées font l'AIT, et après l'AIT, là, si on ne le suit pas très bien, ça se précède d'un AVC ischémique. Voilà, l'AIT, donc, voilà, les symptômes doivent être évoqués. Alors, le diagnostic différentiel chez la personne âgée, on a la fréquence de troubles cognitifs, on a un certain et peu fiable l'interrogatoire, parce que nous allons noter que très souvent les personnes âgées sont atteintes de troubles cognitifs. Alors, il y a l'isolement, il y a la grande fréquence de troubles aigus non neurologiques aussi dans le diagnostic différentiel des AIT. Les principaux diagnostics différentiels, il y a l'hypoglycémie, les vertiges, les diagnostics est posé. Une fois le diagnostic posé, le bilan étiologique sera réalisé et le malade sera emmené en unité stratégique thérapeutique de prévention. À part le diagnostic clinique, il y a la paraclinique, il y a le scanner. Il y a le scanner, à part le scanner, il y a l'IRM qui est plus, l'IRM
et si je peux dire, est plus, c'est mieux par rapport au scanner parce que ça nous montre des coupes plus détaillées par rapport au scanner. Il permet d'identifier et une identification précoce de l'ischémie cérébrale. Alors, une fois le bilan étiologique est fait, on va adapter le traitement au malade et on va réaliser d'autres bilans comme l'ECG, Holter, et puis le bilan lipidique sera fait, l'hémoglobine glyquée sera réalisée chez un malade diabétique, et puis le bilan inflammatoire selon le contexte que nous avons. En France, une stratégie a été mise en place pour la prévention, pour la prise en charge de personnes âgées. Ce sont les unités neurovasculaires. Donc les unités-là, ils fonctionnent en deux temps. Il y a la phase préhospitalière et la phase hospitalière. Dans le traitement des AVC, nous devons, je termine comme ça. Dans le traitement des AVC, nous devons, dans la phase aiguë, nous devons éviter les complications dues aux AVC, nous devons corriger les différents troubles, et dans la phase à long terme, nous allons administrer les anti-agrégables plaquettaires pour éviter les rechutes. Alors, nous concluons. La prise en charge doit être rapide et adaptée. La prévention de facteurs de risque et la gestion efficace de l'urgence sont essentielles. La stratégie de réhabilitation joue un rôle clé dans l'amélioration de la qualité de vie. Nous pensons aux recommandations. Nous allons poser nos recommandations sont vraiment tournées aux autorités du gouvernement. Pour nos personnes âgées et pour tout le monde, nous demandons de mettre en place une unité de gériatrie pour la prise en charge des personnes âgées, de soutenir gériatrie dans son initiative de formation de corps soignants en gériatrie, de soutenir GEMENU dans son initiative de formation de corps soignants en gériatrie, et nous allons demander, si possible, au gouvernement l'intégration de la prise en charge de personnes âgées dans la couverture santé universelle. J'ai dit et je vous remercie. La science du troisième millénaire, en fait, a pris sa naissance lorsqu'on a découvert personnellement qu'il y avait des patients ou des personnes, des gens de ma famille qui ont souffert du diabète. Alors, la question s'est posée, que je vais poser, moi ainsi que les gens qui font cette plateforme de la science du troisième millénaire, c'était de savoir pourquoi aujourd'hui il y a tant de patients qui souffrent du diabète, mais dont nous leur disons que la prise en charge, c'est à vie. Alors qu'avant même la venue de Jésus-Christ, il y a eu des maladies qui existaient, je peux dire, entre autres le diabète aussi. Mais qui font nos arrière-grands-parents quand ils souffrent du diabète? Ceux qui sont au village ou ceux qui sont nés au village savent qu'ils prennent des décoctions. Donc ils vont juste derrière leur maison, ils cherchent des feuilles ou des écorces qu'ils viennent prendre, ça leur permet de pouvoir réguler les taux du sucre et de revenir dans les bons. Alors nous nous sommes dit, nous sommes toute une plateforme comme je l'ai dit, nous sommes dit nous allons concilier ce que nous avons appris à l'université. L'université nous a dit que le diabète c'est une maladie à vie où on doit soumettre soit de l'insuline aux malades, soit on doit lui donner des comprimés qui vont lui permettre de réguler les taux du sucre. Mais qu'est-ce qu'est d'abord le diabète et comment est-ce qu'il s'est mis à l'existence? En fait, la majorité des gens qui développent le diabète type 2 ou non insulinodépendants, nous le savons tous, que ce sont des gens qui sécrètent de l'insuline, mais dans leur insuline, a des problèmes. Le premier problème, soit ils ont un problème de résistance à l'insuline, causé par certaines maladies que je vais aussi expliquer, soit la production de l'insuline est inférieure à la quantité dont l'organisme a besoin pour l'utiliser. Alors, il est déclaré diabétique parce que l'autre organe n'a pas fonctionné comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger l'organe qui est malade. Et pour les corriger, c'est là où nous avons donné naissance aux sciences du troisième millénaire. Nous les corrigeons comment? Avec des produits
Donc nous faisons la symbiose des deux médecines. C'est-à-dire ce que nous avons tous appris à l'université, nous faisons la consultation comme il faut, nous faisons des examens, il faut connaître la production, la quantité de l'insuline que l'organisme produit chez la personne qui est malade, voir la quantité qu'il peut produire après la prise de quelque chose qui est sécré, et puis chercher à connaître également sur les récepteurs de l'insuline s'il y a des mauvaises cholestérol. Parce que si quelqu'un développe le diabète, dès le début, il présente d'abord la résistance à l'insuline. Et cette résistance à l'insuline, progressivement, va l'amener à développer le diabète. Avec les mauvais comportements que nous avons, celui de ne pas faire des check-up de temps en temps, souvent on découvre la maladie de façon furtive. C'est-à-dire, lorsqu'on part peut-être faire la goutte épaisse ou on sent du vertige, et quand les patients arrivent à l'hôpital, nous, en tant que bons soignants, on dit vérifions d'abord la glycémie. Et c'est là on risque de voir qu'il est à 300, il est à 400, à 500 ou au-delà. La première réflexion plutôt, c'est d'administrer l'insuline pour permettre aux malades de ramener les taux de sucre dans la valeur qu'il faut. Et après, soit nous disons aux malades de prendre des comprimés chaque jour. Alors, avec ce que nous faisons dans la science du 3e millénaire, donc j'ai expliqué que c'est la symbiose des médecines. C'est qu'on nous a appris à l'université et c'est que nos arrière-grands-parents faisaient. Ce qui les différencie avec d'autres médecines, c'est que cette science du 3e millénaire, la combinaison de ces deux médecines n'a aucun effet secondaire sur le malade. Pourquoi? Parce que les produits qui sont utilisés, elles sont analysées et testées ici à l'INRB. Ça permet d'avoir une certaine idée sur les produits dans l'organisme, c'est que les produits, comment est-ce qu'il agit, et s'il y a des organes qui sont, le produit peut-être toxique par rapport à ces organes, d'office les recherches sont écartées. Nous prenons en charge le diabète type 2, où nous amenons le malade à revenir à la vie qu'il avait avant. La vie qu'il avait avant, c'est quelle vie? C'est cette vie où il faut manger tout ce que les enfants mangent à la maison sans restriction. Mais on y arrive là-bas comment? On corrige la stéatose hépatique. Parce que tel que nous sommes là, nous connaissons que si quelqu'un développe le diabète, c'est que les cellules du foie et les cellules des risques ne fonctionnent pas comme il faut. Ce sont les deux cellules-là qui sont censées capter les sucres et les transformer en énergie. Ce qui fait que lorsque nous mangeons, avec nos exercices de réveil, nous pouvons faire des jeûnes même d'un mois. Il suffit de prendre des thés sucrés les soirs. Nous avons la possibilité de tenir les jours suivants sans pourtant présenter le vertige ou se retrouver dans un état qui n'est pas vraiment bon. La science du 3e millénaire permet à ce que la stéatose hépatique soit éradiquée. Lorsque la stéatose hépatique est éradiquée, d'office des cellules qui n'étaient plus à mesure ou qui ne permettaient pas à l'insuline de pouvoir se coller sur les récepteurs, lorsque la stéatose est partie, l'insuline plutôt a cette facilité-là de venir se coller. Et là, d'office, la personne qui était diabétique commencera à voir que son taux de glycémie baisse sans pourtant recourir à des comprimés ou à des injections. Hormis le fait que ça soit le récepteur de l'insuline, la science du 3e millénaire fait en sorte que les cellules de la tête jusqu'au plat des pieds, parce que les cellules du pancréas elles-mêmes, elles se fatiguent à un certain moment. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quelqu'un qui est diabétique, qui est sous des injections alors qu'il a développé le diabète type D. On l'a soumis sous des injections. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, le médecin qui l'a consulté a remarqué que les taux de glycémie étaient à 500 ou à 600. Et du coup, ils ont jugé qu'il doit prendre des injections de l'insuline pour pouvoir réguler ses taux de sucre. Alors que les pancréas elles-mêmes, elles sécrètent de l'insuline chaque jour. Il suffit de manger quelque chose et il y a l'insuline qui sort. Et cette insuline-là, à un certain stade, le pancréas se rendra compte que je suis en train de sécréter, alors qu'il y a toujours un excédent qu'on est en train d'ajouter. C'est ce qui amène le pancréas à atteindre un certain niveau, il ne peut plus sécréter l'insuline comme il faut. Et quand il ne peut plus sécréter de l'insuline comme il faut, ça amène le pancréas à sécréter soit une unité, des unités ou 3 unités. Alors que la valeur normale, c'est inférieur à 25, mais il faut être quand même entre 10, 11, 12 ou au-delà. Et avec cette quantité-là de 1 unité, 2 unités ou 3 unités, d'office, vous êtes obligé, ou le patient est obligé de prendre des injections de l'insuline chaque jour pour compenser au manque de sécrétion de l'insuline.
C'est là où on dit que le diabète, c'est une maladie caractérisée par l'hyperglycémie suite à une production insignifiante de l'insuline. Ou soit l'insuline sort, et cette insuline-là, elle est androgène. Mais comme elle ne peut pas se coller sur les récepteurs de l'insuline, parce que ce sont les cellules qui doivent travailler sur les cellules, ce n'est pas l'insuline. Le patient est censé suivre, avoir des injections chaque jour pour compenser à ça, ou prendre des comprimés. La science du 3e millénaire permet à ce que cette maladie-là que nous appelons le diabète aujourd'hui du type D ait la possibilité aux personnes souffrant de cette maladie de reprendre la vie normale, de sécréter de l'insuline comme il faut, de nettoyer les récepteurs, de rajeunir les cellules de la tête jusqu'au plan des pieds, ce qui amène la personne à rajeunir également. Parce qu'au fur et à mesure que nos cellules meurent, au fur et à mesure également, nous vieillissons. Mais lorsque nous rajeunissons les cellules, il y a possibilité que la personne qui avait vieilli reprenne quand même ou réduit quand même le visage par rapport à son âge suite au rajeunissement des cellules pancréatiques. Pas seulement le fait que la science du 3e, comme je l'ai dit, c'est une plateforme où nous faisons des analyses, nous faisons des recherches pour voir comment éradiquer ces pathologies-là qui sont déclarées incurables pour le moment, alors que nos arrière-grands-parents ou nos cousins, nos cousines, nos grands-pères qui sont au village, les prennent en charge sans qu'ils puissent tomber malades ou qu'ils aient des complications. La science du 3e millénaire, je vous encore une petite parenthèse, travaille sur la régulation des diarrhées et la créatinine. Il régule les taux de diarrhée et de la créatinine dans l'interne. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est diabétique, il est exposé à développer directement l'insuffisance rénale. Surtout avec ces fréquences-là de va-et-vient, pour aller arriver à un certain stade d'office, les reins vont également se fatiguer et la filtration primitive aura des problèmes, ce qui à la longue peut déclencher l'insuffisance rénale. Alors avec la science du 3e millénaire, on régule ou on nettoie ou on dialyse les sangs dans l'interne de la personne, ce qui fait que l'urée et la créatinine qui étaient au-delà, le patient peut le voir diminuer sensiblement jusqu'à redevenir dans les bons et on écarte d'office la pathologie de l'insuffisance rénale qui devait s'éclencher parce que la personne est diabétique. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Ces derniers voulu, lorsque la personne est intégrée dans une institution, par exemple à l'EHPAD, elle est plus fréquente chez la femme que l'homme avec un sexe ratio d'1,5 sur 1 et ça augmente avec l'âge. Donc, outre, il y a la constipation fonctionnelle, il y a les syndromes de l'intestin irritable avec constipation, il y a la constipation induite par les opioïdes et les troubles de la défécation. Mais chez la personne, vous allez agir avec les doses